Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce numéro estival, nous partons à la rencontre de Thibaut, Erwan et Léo, qui forment aux côtés de Caro et Agathe le quintet folk pop festif Djeko, dont l'EP Au fil d'étoiles est disponible depuis juin 2025 en CD et sur toutes les plateformes, et dont les belles prestations live s'enchaînent en ce moment à travers la Gironde et bien au-delà. Pendant les quelques minutes qui suivent, nous allons découvrir ensemble quelques secrets de fabrication de leurs clips ou encore des aquarelles qui accompagnent chaque chanson du nouvel EP, les émouvantes genèses des chansons Le Monde de Jade et Dernier Mot, pourquoi ce même titre est un peu leur Bohemian Rhapsody, la raison pour laquelle on entend quelques airs rouler dans les textes, et on aborde bien sûr influence, instrumentation, projets à venir et même l'histoire de leur chapeau fabriqué sur mesure. Bref, l'agenda à venir est très dense. Mais tout d'abord, quelle serait la définition Wikipédia de Djeko ? Djeko, à la base, c'est un groupe de 3 amis qui ont souhaité développer le projet et maintenant c'est devenu un groupe de composition, disons chansons françaises, folk, pop rock, avec des inspirations qui sont très variées parce qu'on utilise quand même un violon, une clarinette et une contrebasse dans un style de musique qui n'est pas forcément dans lequel c'est le plus présent, quoi. Alors, les actualités principales en ce moment, c'est la récente sortie du EP, Au fil d'étoiles, ouais. Un calendrier très soutenu de concerts. Donc, comment se porte l'EP et comment se passent toutes ces prestations en série ? Il se porte très très bien. On est très très content qu'il soit enfin disponible. Effectivement, le P Au fil d'étoiles, ça fait quand même un peu plus d'1 an maintenant qu'on est dessus. Ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation aussi, parce que donc on a eu notre lot d'aventures, disons, pour arriver à finir de le produire. Les nouvelles chansons bien reçues par le public. Ouais. Les CD partent bien et les streams s'envolent assez bien aussi sur des nouvelles chansons, notamment, j'imagine qu'on reparlera des chansons après, mais Absente la nuit qui marche plutôt bien. C'est marrant parce que, d'ailleurs, anecdote, quand on sort un EP comme ça, ou un album, ou des morceaux en tout cas, de temps en temps on a tendance à miser sur un morceau en disant « Ah, lui je le sens bien ». Et nous on misait pas du tout sur celui-là. Et c'est souvent comme ça, c'est toujours un morceau forcément qu'on n'avait pas forcément prévu qui marche bien, quoi. Alors pour l'instant, sauf erreur de ma part, il y a déjà 3 clips qui accompagnent les titres Revenir en arrière, Faire danser les étoiles et Dame de cœur, avec 3 esprits très différents. Donc pour le premier, il y a un voyage un petit peu linéaire dans divers environnements. Ensuite, il y a une soirée très festive entre amis pour le deuxième, et puis une Lady in Red très mystérieuse pour le troisième. Donc, quelques coulisses, quelques secrets de fabrication. Déjà, je voudrais dire qu'on travaille avec toujours le même réalisateur, Mathias Dubo, qui est un bon ami et un très très bon réalisateur avec qui on a l'habitude de travailler depuis longtemps. D'ailleurs pour Djeko et même pour des projets annexes. C'est vraiment quelqu'un de confiance et avec qui on est à l'aise pour travailler. Et en fait, on a fait sur Revenir en arrière et Dame de cœur, on a fait des paris un petit peu risqués dans la DA, parce que sur le premier, on a voulu faire une sorte de faux plan séquence, je dirais. C'est pas vraiment un plan séquence, bien sûr, il y a des décors qui changent, mais voilà, c'est un style, un montage un petit peu particulier qu'on a voulu mettre en place. Et sur Dame de cœur, tout a été fait en studio, où on simule des endroits, tout en montrant bien qu'on veut pas non plus faire semblant que ce sont vraiment ces endroits-là. On simule un bar, puis un restaurant, mais on veut bien montrer que ce n'est pas le cas. C'est un peu marrant parce qu'il y a un peu cette même idée dans les 2 clips de changement de décor. Et après le tournage de Revenir en arrière, qui a été long, puisqu'il a été étendu entre avril 2024 et octobre 2024. Wow. On s'est battu pour trouver les lieux, parce qu'on a tourné dans 11 lieux différents. On a jonglé avec la météo, etc. Donc après avoir eu toutes ces difficultés de tournage, pour avoir autant de lieux, on s'est dit, on veut refaire un clip avec plein de lieux, si on trouvait un moyen d'avoir plein de lieux au même endroit. Et c'est un peu comme ça qu'est venue Dame de cœur, et cette idée de tourner complètement en studio sur fond blanc, changer les couleurs, changer les décors pour qu'on comprenne dans quel lieu on se trouve, sans avoir toutes les contraintes qu'on avait eues pour le clip précédent pour Revenir en arrière, où ça avait été une petite épopée quand même. Et bien maintenant, quand je vais les regarder, je vais voir cette complémentarité entre les 2 clips. Et puis je vais surtout chercher à voir les cheveux qui évoluent sur le premier clip, sur les 7 mois de tournage. Il y a un plan sur les cheveux justement. Le deuxième refrain de Revenir en arrière, j'ai genre 20 cm de cheveux en plus, facilement. Et ça se voit pas trop parce que je suis dans le fond. Si tu regardes bien, tout le reste du clip, j'ai les cheveux à peu près aux épaules, et vraiment après j'ai les cheveux qui m'arrivent quasiment au pec. Et je pensais que ça passait, que ça se verrait pas trop. C'est une catastrophe, mais je suis dans le fond, ça passe. Moi, pour pallier à ce problème-là, je suis retourné chez le coiffeur en leur montrant les plans qu'on avait déjà tournés, en disant alors, il faut un truc vraiment le plus proche possible. Il n'y a pas que ce détail-là, je crois, qui change entre ce refrain et les autres. Entre temps, malheureusement, c'est vrai, on peut quand même parler de cette mésaventure. Léo a subi
un cambriolage. Sa voiture a été fracturée et l'ampli de guitare sur lequel il jouait à l'époque a été volé. Et quand on a tourné le clip au départ, quand on a commencé à tourner le clip, il apparaît dans les plans quand on le voit jouer. Donc sur le premier et le dernier refrain, il y a 3 refrains. Premier et dernier qu'on avait tourné au début, il y a l'ampli, et le deuxième qu'on a tourné des mois plus tard, du coup, il n'y a plus l'ampli. Dommage. Alors, c'était quoi le modèle qu'on cherche? C'était un ampli russe d'une marque qui s'appelle Yerasov. C'est l'ampli signature Igor Boyko, c'est un guitariste de jazz russe que je ne connais même pas. Mais son ampli sonne hyper bien et c'est un truc importé de Russie. Il y en a j'en ai vu 2 en France, c'était le mien et un dans un magasin qui est hors d'état de fonctionnement. Voilà, et absolument introuvable comme ampli. Donc quand j'ai voulu racheter le même, c'était impossible. Voilà, tout simplement. Donc, grosse perte, j'ai encore mal au cœur. En écoutant l'EP, 2 chansons m'ont particulièrement marqué. Le monde de Jade, qu'on n'a pas encore évoqué, et Dernier mot. Donc, pareil, est-ce que vous avez un petit secret de fabrication sur ces 2 morceaux, notamment qui est la voix féminine? Alors, la voix féminine, c'est une bonne amie à nous qui s'appelle Margot, une artiste, j'allais dire bordelaise, mais non, à la base, elle n'est pas de Bordeaux, mais qui est sur Bordeaux maintenant depuis 2 ans et qui démarre sa carrière solo en ce moment, avec des compos pop, chansons françaises aussi. Et étant très fans, tous et toutes, très fans de sa voix, et on avait l'idée de faire un featuring comme ça avec quelqu'un qu'on aimait bien. L'idée de la voix féminine est venue assez naturellement, et du coup on a très vite pensé à Margot, quoi. Et du coup voilà, pour le monde de Jade, je pense que le monde de Jade, il y a quand même quelques petites idées à dire en plus. Je vais passer le micro à Erwan après, je pense, mais en gros pour Erwan et moi en particulier, ce morceau il est très important. Le monde de Jade, en fait, ça parle de la maladie d'Alzheimer, voilà, qui est un fléau qui s'abat sur quand même beaucoup de gens et beaucoup de familles, et on pense beaucoup aux malades et on pense aussi aux proches, mine de rien. Il faut penser aux proches des malades qui en souffrent aussi beaucoup de voir un être cher qui part progressivement. Et il se trouve qu'avec Erwan, on a ce point commun-là d'avoir un membre très proche de notre famille respective qui a subi cette maladie. Et du coup ces paroles-là, ce texte-là, il a commencé à être écrit par Erwan il y a pas mal d'années maintenant, et on l'a terminé ensemble du coup à l'occasion de l'EP, et donc ça vient de là. En fait, c'était un petit peu un hommage à ses membres, donc moi à ma famille, et puis du coup Erwan à la sienne. Tu veux peut-être Comme dit Thibaut, c'est exactement ça. C'est un texte, moi, que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, quand mon père a commencé à devenir malade. Voilà, après moi, comme on écrit tous les deux avec Thibaut les textes dans Djeko, mais j'apporte quand même la grosse base. J'ai quand même, faut être honnête, beaucoup de mal à lâcher du lest sur ce que je peux écrire, et sur celui-là en particulier. Et on a décidé de faire un featuring, chose qu'on n'avait jamais été faite, qu'on avait jamais faite. Ça a été vraiment une première, le feat avec un artiste extérieur. Là, il a fallu que j'apprenne, moi, par rapport à ce que j'avais écrit, qui m'impactait vraiment directement, parce que là, ça sortait encore plus des tripes que d'habitude, à ce que Thibaut avait ramené. Margot est arrivée avec sa vision, son écriture, et au bout d'un moment, sur ce texte-là, en tout cas, moi, j'ai lâché l'affaire, c'est péjoratif. Au contraire, j'ai lâché du lest en disant ok, vous avez compris le concept de ce que je veux dire, maintenant dites-le avec vos mots. Et du coup, cette espèce de mélange, ça a créé le monde de Jade, mais ça a créé une alchimie à laquelle, enfin moi en tout cas, artistiquement parlant, je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire, Margot est arrivée avec sa voix, chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, avec ses arrangements de texte. Thibaut a ramené les siens, Léo a ramené des idées, enfin, on a tous bossé vraiment de concert là-dessus, et ça a donné le monde de Jade, qui est un morceau qui, je pense, nous plaît à tous. Au-delà des paroles, même musicalement, moi c'est un des premiers morceaux sur lequel j'ai travaillé avec Djeko, parce que je suis un peu le petit dernier de Djeko, je suis arrivé il y a 1 an et demi, et en fait quand je suis arrivé, c'est un des premiers trucs qu'on m'a demandé dans Djeko. On m'a donné la première itération du texte du monde de Jade, qui était écrit depuis super longtemps, et on m'a dit voilà, ce morceau, ça fait des années qu'on veut le faire, et on n'arrive pas à le mettre en musique, donc tiens, voilà le texte, on te fera pas écouter ce qu'on a fait dessus, parce qu'on veut que tu aies un regard absolument neutre et extérieur, et on veut que tu trouves des idées, que tu nous dises qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que ça t'inspire musicalement. Donc du coup, j'ai mis quelques mois avant de leur proposer quelque chose quand même, parce que je sentais bien que le texte était un peu important, qu'il fallait pas trop faire n'importe quoi. Un jour, c'était au détour d'une session, on était que tous les deux à la maison avec Thibaut, et où je lui ai piqué sa mandoline, parce que j'en avais jamais joué de ma vie, et que j'étais en mode c'est trop rigolo, ça a des cordes, je devrais pouvoir y arriver. Et j'ai fait n'importe quoi dessus, et ce n'importe quoi, on s'est regardé avec Thibaut, on a fait oh, c'est super joli. Putain, mais attends, mais c'est pas exactement la vibe qu'on veut pour le monde de Jade. Et on s'est dit bah ouais, carrément. Donc Thibaut l'a repris et l'a mieux joué parce que je sais pas jouer de mandoline. Et
Et derrière, on a fait tout l'arrangement du morceau presque assez naturellement en fait. On a mis un peu de temps dessus, mais l'arrangement est venu assez vite. Et le morceau s'est construit comme ça, avec un peu un enchaînement de hasard et surtout un enchaînement et une empilation de plein de personnes qui ont ajouté leurs pattes et leur univers et qui ont mis ce truc-là dans le morceau. Et ce qui fait que, ouais, effectivement, je pense que c'est mon morceau préféré de l'EP parce qu'il y a de tout le monde dans ce morceau, puis il est viscéral quoi. C'est un morceau alors je suis pas très fan d'écouter mes propres morceaux, mais celui-là quand je l'écoute j'ai vraiment les poils quoi. Par rapport à l'ambiance musicale d'ailleurs de ce morceau là, tu dis que je joue de la mandoline, c'est vrai, mais toi tu joues du ukulélé et c'est quand même important, je sais pas, mais c'est quand même intéressant de souligner que tout le début du morceau, la seule structure vraiment d'accord, harmonique et rythmique, rythmique, il y a quand même de la basse et de la batterie, mais c'est le ukulélé et la mandoline qui font ce travail-là, et il n'y a pas de guitare, la guitare arrive très tard en fait. Et ouais, non, on a voulu vraiment arranger ça double note entre mandoline et ukulélé, et ça fait cette ambiance très intimiste qu'il y a au début du morceau, et très très douce, ouais. Et du coup, pour les derniers mots, puisque de mémoire, t'as parlé des derniers mots, là, pareil, c'est un ancien morceau de Djeko, qui a été fait avant que Léo nous rejoigne. Par contre, on lui a donné une dimension complètement différente avec l'arrivée de Léo et avec aussi les capacités qu'on s'est vues, notamment en termes d'orchestration, où là Thibaut a eu des idées superbes auxquelles on s'attendait pas du tout, puisqu'à la base le morceau était calme au début, rock à la fin, avec une grosse évolution toujours pareil dans les paroles, et en fait Thibaut est là, ouais, ok, vas-y, on fait une orchestration à la fin. Donc ce qu'il faut savoir sur ce morceau, c'est qu'il y a, dis-moi si je me trompe Thibaut, 8 violons alto, 4 violoncelles, il y a toutes les clarinettes, pareil, il doit y avoir 16 ou 32 clarinettes d'enregistrées dessus, plus la chorale, puisque là on est... C'est votre Bohemian Rhapsody. Quand on était en studio, on y pensait un petit peu, parce que, moi personnellement, dessus, au chant, j'ai enregistré 4 lignes, et je suis pas le chanteur principal, donc on a tous enregistré un nombre de voix énorme, en passant de l'aigu à la basse, et effectivement, ça fait penser à Bohemian Rhapsody quand on... je l'espère... Non. J'espère qu'il aura le succès de Bohemian Rhapsody quand même. Je pense qu'on peut le souhaiter à la chanson maintenant. Bon, restons humbles. Mais cela dit, ce morceau-là, voilà, j'allais en parler aussi. Moi, j'allais parler du côté texte. Le texte est pareil que Le Monde de Jade. En fait, c'est pas forcément le morceau le plus joyeux non plus de l'EP, du coup. Mais pareil, c'est un peu un... En tout cas, moi, je l'ai toujours ressenti ce texte-là comme un hommage à quand je le chante. En tout cas, c'est vraiment des situations que j'ai pu vivre. Parce qu'en fait, ce morceau-là, il est assez abstrait, volontairement. Mais pour moi, il parle des dernières choses qu'on dit à des gens, ou des choses qu'on ne dit pas à des gens et qu'on n'aura plus l'occasion de leur dire et qu'on regrette après. Et donc ça parle de ça à chaque étape de la vie, en fait, quand on est enfant, puis ado, qu'on s'engueule avec les parents, quand on devient adulte et qu'on s'engueule pour des broutilles, quand on devient vieux, et puis au final, même quand on finit par partir, et il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites et qu'on regrette après. Et donc ça, j'ai ce... Ouais, pour moi, c'est un petit peu un hommage à certains membres de ma famille aussi qui ont pu partir, bien précis, bien spécifique, surtout à des périodes où cette chanson était en train d'être écrite. Je pense que tout ça va donner envie d'aller écouter ou réécouter ces morceaux. T'as te lâché une petite larme, on sait jamais. Indeed. Un nom qui revient souvent dans vos publications et puis dans les crédits de vos disques est celui de Madly Stock. Un nom qui m'est familier car je connais son père. Oui, salut Jean-Noël si tu nous écoutes. Le monde est petit. Donc qu'apporte Madly à l'univers Djeko? Tellement de choses. Sans elle, il n'y aurait pas de paix déjà. Parce qu'en fait, on l'a enregistré au studio Berduquet, qui est un studio qui se situe à Sénac, près de la Traîne, dans la région bordelaise du coup. Ce studio, c'est un studio qui nous tient à cœur parce que c'est le premier... dans lequel j'ai envie de dire toutes les versions les plus récentes de Djeko ont enregistré. Ça fait des années qu'on enregistre là-bas, et Madly est l'ingénieur du son qui travaille à Berduquet et qui accessoirement est ma compagne. Donc du coup on travaille avec elle parce que elle connaît très bien le son de Djeko, les morceaux de Djeko, ce qu'on veut faire avec nos compos, les objectifs qu'on veut atteindre musicalement. Elle sait comment traiter chacun de nos instruments. On est confortable quand on va en studio avec elle. On va là-bas, on est à la maison, quoi. Aussi bien parce que Madly est une ingé son très douée et très efficace, mais aussi bien parce que Serge, le propriétaire des lieux, nous accueille vraiment comme à la maison, quoi. Et puis Madly, alors elle a fait enregistrement et mixage. Elle a également fait, parce que je trouve qu'elle sait tout faire, elle a également fait les visuels des singles qui sont retrouvables dans le livret
de l'EP, et qu'on est en train d'ailleurs en ce moment même de poster sur Instagram pour de dévoiler un par un pour ceux qui ne les auraient pas vus. Mais les visuels du coup de cette EP, c'est elle qui les a fait en aquarelle, d'où le lien avec le nom Au fil d'étoiles. On voulait vraiment que se rapprocher de l'aspect peinture en fait de cette DA là, et c'est elle qui du coup par le biais de l'aquarelle nous a fait ça. Vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de mandolin, mais une des marques de fabrique de votre instrumentation, à l'exception peut-être de quelques-uns de tes effets, Léo, c'est quand même ce son très organique. Donc un des sons que je trouve assez qui sort de l'ordinaire chez vous, c'est quand vous avez la clarinette et le violon qui jouent en unisson. Ça c'est quand même vraiment à part. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas prêt de lancer des séquenceurs ou embaucher quelqu'un au synthé. Alors justement, parlons-en. On y pense. On y pense parce que voilà, sans rentrer dans des détails, on joue au métronome en fait quand on est sur scène, et on se dit pourquoi pas tester, alors pas cette année puisque là le show est déjà rodé et tout, mais l'année prochaine un autre show va être mis en place, et du coup je pense qu'on va peut-être se laisser la liberté au moins d'essayer, de se dire ok, 1 ou 2 séquences. Why not? En fait, l'idée de tester ça, ce serait de mettre en valeur des parties qui sur l'EP sont assez importantes, comme par exemple l'orchestration plus impressionnante déjà des derniers mots dont on parlait tout à l'heure, du thème principal de Dame de Cœur qu'on retrouve sur le refrain, qui sont à chaque fois assez orchestraux. Mais c'est un truc qu'on retrouve sur pas mal de morceaux, mais du coup comme on disait tout à l'heure, on a enregistré beaucoup de fois le violon pour chaque morceau, beaucoup de fois la clarinette, et sur scène il n'y a qu'un seul violon, il n'y a qu'une seule clarinette, donc pouvoir mettre ce truc là en soutien derrière pour grossir un petit peu le son général de Djeko en live, et puis pour rajouter cette cohérence et cet impact aussi que peuvent avoir le plus les morceaux peut-être en studio qu'en live, et du coup avoir un plus gros impact en live. Mais dans tout ça, dans tous les cas, le but ce sera toujours de garder ce côté organique et folklorique qu'a Djeko, et malgré le fait de rajouter entre guillemets des machines avec nous sur scène, ce sera toujours pour soutenir ce côté humain qu'a Djeko, et du coup effectivement potentiellement des séquences. Par contre, quelqu'un qui joue du synthé, c'est sûr que sûrement pas demain. Alors que j'adore le synthé, ça me rend triste, mais c'est pas grave, j'ai plein de sons à ma guitare, c'est déjà bien. Non, c'est vrai que juste pour souligner ce que vient de dire Léo, c'est vrai qu'à la base Djeko même a un son acoustique en fait. La guitare électrique est venue assez tard pour moderniser un petit peu l'identité d'origine de Djeko, mais à la base c'était même un groupe de folk tout court. Quand on regarde ce qui avait été fait avant, qui a été un petit peu reboot par la suite, parce qu'on a repris un petit peu avec des bases nouvelles, puisque du coup on a intégré la guitare électrique, la clarinette, mais à la base c'était vraiment folk. Donc toujours souligner quand même cet aspect humain et naturel un peu du son, quoi. Et oui, pour revenir sur l'aspect séquence, son moderne et tout, les deux sont pas incompatibles du tout. On parlait de Madly tout à l'heure en studio, même si on n'a que des instruments vraiment acoustiques, on n'hésite pas, je sais que sur le dernier EP en l'occurrence, j'ai vraiment demandé à Madly, sur le mix de la batterie, d'avoir un traitement très 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 moderne. On n'est pas du tout dans le traitement des 80s avec des reverbs à fond sur la batterie. On est sur quelque chose de très très mat pour justement laisser la place aux instruments qui sont eux devant et assez atypiques. En fait, pour moi c'est une chance d'avoir un violon et une clarinette, les deux ensemble, une contrebasse avec Caro, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais on a quand même une contrebasse aussi, et ces instruments là voilà, ils sont là, faut les montrer, faut les entendre. J'ai fait un peu de googling, j'ai vu que vous étiez annoncé il y a quelques années plutôt comme un groupe de reprise. Je vous ai vu il y a quelques mois, alors on va dire, c'est pas très scientifique, mais c'est peut-être du 60% compo, 40% reprise, sur un long set en tout cas. Ouais. Où est-ce qu'on en est? Yeah. Alors du coup Djeko c'est un groupe qui sort des EP, des albums dans l'objectif 2. C'est donc un groupe de composition qui se veut de composition de plus en plus, mais qui a eu du chemin à faire pour arriver à ça, bien sûr. Effectivement, à la base c'était un groupe de reprises, et ce que je disais au tout début tout à l'heure, c'est que c'était 3 amis, c'est-à-dire qu'ils étaient 3 au départ quand ils ont lancé Djeko. Moi j'étais même pas là. Ils ont lancé Djeko pour faire de la reprise, et au bout d'un moment ils se sont dit tiens,
bon tiens, si je fais cet accord là après celui-là, ça n'existe pas et on peut faire une compo avec. Mais voilà, ils ont commencé à composer progressivement. J'en parle alors qu'Erwan t'es là, tu pourrais le faire d'ailleurs. Mais du coup voilà, progressivement il y a des compos qui se sont rajoutés dans les nouveaux arrangements qui ont pu arriver avec l'arrivée du violon, de la guitare électrique, dans cet ordre. Ça a pu ouvrir la voie aussi à de nouvelles choses, autant dans l'arrangement de reprise, mais aussi dans la création de compos. Et effectivement, c'est passé sur du 50-50, 60-40, et puis maintenant, c'est un groupe de compos qui s'assume de plus en plus, et qui s'assume même totalement d'ailleurs, j'ai envie de dire, et qui fait j'ai envie de dire plus de 90% de la compo sur scène maintenant. On joue nos morceaux, on est même appelé pour ça, et on a 3-4 reprises quand même, parce que c'est fédérateur, parce que ça marche, parce qu'on aime les jouer aussi, mine de rien, c'est vrai. Et quand on les joue, on les réarrange vachement à notre sauce. Comme par exemple, je peux parler d'un morceau d'Orelsan, Tout va bien, qu'on a enregistré en live session au studio Berduquet d'ailleurs avec Madly, et qu'on a enregistré et sorti sur YouTube. On a notre version du coup vraiment réarrangée à notre façon, où la clarinette est vachement mise en avant, c'est beaucoup plus une chanson avec vraiment la guitare qui est aussi très 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 mise en avant. Et donc on a ce morceau-là, on en a d'autres, mais voilà, on les réarrange vraiment, et ce sont vraiment des morceaux que il nous plaît de garder parce qu'on a réussi à vraiment se les approprier quoi. Et c'est ça qui est intéressant pour nous musicalement, c'est vraiment de jouer, de montrer notre identité. Et notre identité peut passer par nos morceaux, mais aussi par la façon dont on va réarranger des reprises. Puis il y a aussi une chose qui a évolué. Alors oui, c'est vrai que la genèse, c'était que des reprises, mais c'était des reprises aussi bien en français qu'en anglais. Encore jusqu'à l'année dernière, on avait quelques titres en anglais. Maintenant, même sur les reprises, c'est des reprises en français, récentes ou moins, hein, parce que là, Orelsan, c'est plutôt un titre récent, mais là, cette année, on en a rebossé une. Pour ne pas la citer, mais je la cite quand même parce que je m'éclate à la jouer, c'est quand même Macumba, je sais pas si tu connais ce titre, de Jean-Pierre Madère. Voilà, donc c'est sorti dans les années 80, on te fera écouter, c'est que du bonheur. Donc, mais voilà, on l'a tellement reprise tellement réarrangé, comme disait Thibaut, qu'on s'éclate à la faire, et que maintenant, on s'assume vraiment chanson française à fond, même dans les reprises, que forcément, comme disait Thibaut, le fait d'avoir quelques reprises, c'est fédérateur, et ça permet aussi de catcher les gens devant la scène en disant « Ok, il y a un truc que je connais, c'est bon », et derrière, ça leur permet de découvrir un petit peu le reste de l'univers de Djeko. Bien sûr, à terme, si on peut ne faire que de la composition, aussi bien. Voilà. Mais voilà, pour citer par exemple le concert qu'on a fait samedi dernier, c'était un événement privé. On n'en fait plus trop, mais là, ils ont appelé Djeko pour faire du Djeko. Ils n'ont pas appelé Djeko pour faire de la reprise. Et c'est aussi un petit peu cette espèce de changement qu'on sent depuis l'année dernière, grâce aux scènes d'été de Gironde, puisqu'on est rentré dans le dispositif cette année, et ça nous a apporté un nombre de concerts incroyables, mais aussi dans les événements privés, on nous appelle pour faire du Djeko, donc là, c'est que du bonheur, quoi. Mais l'année dernière, il s'est passé un truc quand même, c'est qu'on a sorti un premier single par rapport à cette EP, c'est Faire danser les étoiles. Ça a été le premier qu'on a sorti. Et mine de rien, à notre échelle bien sûr, c'est un morceau qui a eu quand même pas mal de succès, et jusque-là, c'était un succès que les morceaux de Djeko n'avaient jamais eu. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on le sent, et on nous le demande, on nous le réclame, et encore, justement, là, ce mariage-là, il y a un gamin qui est venu nous voir en nous disant Faire danser les étoiles, vous allez la faire, j'ai envie de voilà. Le tube. Ouais, à notre échelle, c'est un peu ça. Et donc, du coup, c'est vrai que depuis, on est un petit peu, plus encore qu'avant, appelé par rapport à nos morceaux, notamment parce que celle-là, elle a quand même été assez marquante pour les gens qui nous suivent. Vous m'amenez assez naturellement sur ma prochaine question, parce que en tant que Englishman in France, eh bien, on veut entendre la musique justement qui sonne français. Oui. Plutôt que cette musique anglo-saxonne qui a tendance à pas mal envahir tous les coins et toutes les scènes. Donc, avec quels artistes francophones vous identifiez-vous? Et Thibaut, j'ai cru entendre dans un des morceaux un petit roulement de air qui me faisait penser à un certain Belge, Jacques Brel. Oh, oui. Accidentel ou volontaire? Volontaire pour certains morceaux. Mais effectivement, très bien, j'allais dire bien vu, plutôt bien entendu. Alors, je pense pas forcément à Jacques Brel spécifiquement, mais plus aux chanteurs en général de toute cette période-là. Mais je pense aux chanteurs et chanteuses en fait des années. Edith Piaf, c'était un petit peu. Edith Piaf. En fait, d'ailleurs, même quand je fais ce fameux RR comme ça, je pense même plus en réalité à Edith Piaf. Okay. Mais c'est vrai que Jacques Brel, ça marche aussi. Enfin, la comparaison est similaire.
similaires par rapport à cet aspect qui est quand même très très typique de la chanson de ces années-là. Dans les artistes aussi francophones auxquels on se réfère pas mal, dont on s'inspire, disons, premier groupe auquel je pense qu'Erwan, on pense au même, c'est Debout sur le Zin. Ah oui. C'est en fait, c'est un groupe de chansons françaises très festif, très festif, très poétique, qui met de la clarinette, qui met du violon, qui met de la mandoline aussi. Je pense. C'est Djeko en mieux, hein, je crois. c'est une grosse inspiration de Djeko, mais c'est pas les seuls. C'est vrai, il y a aussi mine de rien Mathieu Chédid. Dans un morceau en particulier de l'EP précédent, c'était vraiment la grosse inspiration. Je me souviens quand on a composé La Marche de l'Empereur, il s'appelle, j'ai reçu, j'étais chez moi ici, et je sais plus, ça devait être Erwan qui m'a envoyé la maquette de quand on s'était fait passer de musicien en musicien dans le groupe, et quand j'ai reçu du coup le guitare basse batterie, je me suis dit mais ça c'est très 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 Mathieu. Et quand j'ai reçu du coup l'idée de texte qu'avait envoyé Erwan, comme on disait tout à l'heure, on écrit ensemble, mais du coup les idées de base viennent d'Erwan. Moi souvent je lui dis de quoi j'ai envie de parler, lui écrit une ébauche et moi je repasse derrière pour m'approprier un petit peu ce qu'il a pu écrire pour que je le ressente plus vraiment quand je vais sur scène, quoi. Du coup sur ce morceau là, quand j'ai pris le texte, j'ai écouté ce qui avait été fait instrumentalement, et je me suis dit ça, il faut le chanter un peu à la façon de M. Et donc ce morceau là, je me suis vraiment inspiré, mais très naturellement en plus, j'ai même pas vraiment conscientisé le truc au début, chanter un petit peu attention avec des pincettes, hein, mais un peu à sa façon, quoi, avec une voix un petit peu aiguë, un petit peu serrée comme ça, comme il fait si bien. Et ça fait partie des inspirations, mais il y a pas que ça, je pense. Peut-être que Erwan, t'en as d'autres en tête, peut-être, ou Léo. Debout sur le Zin, c'est vraiment tout le monde nous en parle en fait, ouais. Quand on vient nous voir à la fin du concert, c'est mais est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous voudriez pas jouer avec eux, faire leur première partie? Mais si, ils présentent. Nous on est chaud, hein, y a pas de souci. Donc je pense que c'est vraiment l'inspi principal. Après moi en termes d'écriture, j'écoute énormément de styles de musique différents, donc j'essaye vraiment de puiser un petit peu partout. J'écoute aussi bien du reggae que du rap, mais vraiment le rap à l'ancienne. Donc voilà, ça va être du Akhenaton, enfin voilà, c'est ce genre de vieux rappeurs. Et il y a énormément de choses à prendre là-dedans. Ouais. Dire que ça se ressent dans notre musique, je sais pas. Enfin, moi, les textes, je les écris très souvent comme des poèmes, voire comme des textes de rap, en fait. Donc, ça reste des influences quand même. Elles se ressentent pas direct en musicalement parlant. Après, avec l'arrivée de Léo aussi, on prend une dimension peut-être un peu plus électrique, parce que Léo a lui aussi ses influences. Je viens pas trop, moi, de la chanson française. Enfin, j'ai un peu cette culture par 2-3 groupes que j'écoutais, ou 2-3 artistes que j'écoutais quand j'étais plus petit, mais c'était pas la majorité de ce que j'écoutais. Principalement Benabar, que j'écoutais en chanteur français, mais aujourd'hui j'écoute beaucoup de choses, de tout, mais beaucoup d'artistes anglophones avant tout, et donc en fait j'ai un peu dû m'approprier toute cette culture qui était celle de Djeko quand je suis arrivé dans le groupe, notamment par Debout sur les Zins que je connaissais et que j'ai découvert par contre une fois que je suis rentré dans le groupe, parce que j'avais beau connaître, je m'y étais jamais penché et je suis tombé amoureux de ce groupe. C'est exceptionnel à l'écouter, après avoir écouté Djeko évidemment. Mais après du coup moi j'ai apporté musicalement d'autres choses de là où je peux venir de la folk américaine, des artistes comme John Mayer, dans lesquels je vais puiser beaucoup de trucs parce que je suis amoureux, donc forcément j'en prends beaucoup. Et par contre j'en ai profité du coup pour élargir ma culture à la chanson française, et par contre je vais plutôt piocher dans tout ce qui est plus moderne de la chanson française, la nouvelle variété française comme on pourrait appeler ça, avec des artistes comme Pomme, comme Voyou, comme j'en ai pas d'autres qui me viennent parce que vraiment Voyou c'est un des derniers trucs que j'ai tabassé à l'écouter Voyou, c'est trop bien aussi. Pareil, écouter Djeko avant, mais voilà, ça fait partie moi des influences que j'essaie de ramener un peu dans Djeko, qui sont du coup beaucoup plus modernes, mais j'essaie toujours de partir de là où vient Djeko quand même, pour toujours garder cette identité dans le groupe, et ne pas changer d'identité de Djeko, mais simplement la faire évoluer. En fait c'est ça, c'est que Djeko c'est pas un artiste avec des musiciens, c'est vraiment un groupe, et donc forcément tout le monde amène un petit peu de ses influences. Alors il y a des groupes bien sûr qui arrivent en ayant tous la même influence, c'est vraiment une bande de potes qui écoutent la même chose et qui se dit venez on fait un groupe de ça, mais là en l'occurrence c'est vraiment différent, c'est vraiment plein de musiciens de musiciens qui amènent leurs influences et leur
parcours musical qui est même parfois très différent. Comme je disais tout à l'heure, on est tous arrivés progressivement dans Djeko, donc on n'a pas fondé le groupe ensemble. Donc on a tous un background qui est différent. Quand Djeko existait déjà, je sais que Agathe, par exemple, la clarinettiste, elle jouait à l'époque que de la musique classique. Elle a vraiment cette influence-là et elle a apporté cette influence-là dans son jeu de clarinette qui est très très son de clarinette classique et ça fait vraiment une grande partie de l'identité de Djeko aujourd'hui, mine de rien. Je sais que moi aussi, d'ailleurs, je viens de la musique classique à l'origine. Je fais pas que ça au bout d'un moment, mais pendant très longtemps, et donc du coup, je m'inspire de ce background-là pour tout ce qui était, comme disait Erwan tout à l'heure, les orchestrations qu'on rajoute sur certains morceaux, notamment Dernier mot. Ça, c'est vachement mon côté un peu classique qui se dit là, il faut mettre premier violon, la deuxième violon, là, il faut un alto, là, il va falloir un violoncelle. Enfin, voilà, c'est ce truc-là que chacun apporte un petit peu sa patte. Je crois que Caro, elle a pour le coup une identité musicale qui est assez proche de celle d'Erwan, je crois. Caro est très métal, en fait. Voilà, on l'est tous, mais Caro, je pense encore plus. Elle a débuté avec le piano. Voilà, c'est notre contrebassiste, mais elle a débuté au piano. Voilà, très 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 influencé métal. Thibaut, ça s'entend pas dans Djeko, mais voilà. Thibaut et Agathe, musique classique. Moi, je suis très influencé par le reggae, par le blues, comme Léo l'a dit. Après, musique plutôt anglophone, et cette espèce de ce bazar-là qui fait qu'on arrive à se retrouver autour d'une musique commune et qui nous plaît. Est-ce qu'on peut parler chapeau? Oui, bien sûr, il y a 3 chapeaux sur scène. Il y a 3 chapeaux sur scène. Mais encore, du coup, s'il y a 3 chapeaux sur scène, c'est qu'il y a un petit peu de Louis de l'atelier Amor qui nous accompagne à chaque concert. Louis Giraudot de l'atelier Amor. C'est un chapelier vraiment très doué, enfin vraiment trop fan de son travail. On est passé un jour presque par hasard dans son atelier, on est tombé amoureux de ce qu'il a fait et on lui a dit attends, nous on porte des chapeaux depuis pas longtemps en plus sur scène. Est-ce que ça serait pas plus cool encore d'avoir des chapeaux qu'on aurait fait ensemble, qu'on aurait travaillé ensemble, qu'on aurait personnalisé ensemble, qui porteraient vraiment l'identité de l'atelier Amor et de Djeko. Et du coup, de là est née cette collaboration. Et effectivement, on a tous notre petit chapeau qu'on a fait avec Louis. On s'est bien amusé à les faire et c'était vraiment chouette. Parce qu'il signe tous ses chapeaux Amor. Et donc là, en l'occurrence, du coup, c'est Amor X Djeko parce que c'est la collab. Et c'est très cool. Génial, j'adore. Comme on dit en bon anglais, what happens next? Quels sont les projets studio, live? Alors live, très occupé dans les médias, mais au-delà de la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On a sorti du coup un EP pour cette année. On compte en sortir peut-être, on verra, une suite. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais il y a quand même des petites idées qui se profilent. Il y a peut-être même des choses qui sont déjà enregistrées, on ne sait pas. Et d'autres qui vont arriver pour la fin de l'année, et après la tournée d'été. C'est vrai que là, on est très 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 concentré sur ce qui se passe maintenant, et donc la tournée. Ça t'a beaucoup occupé. Ça occupe beaucoup. Même quand on ne joue pas, on répète, donc ça occupe beaucoup. Et oui, à partir de la rentrée, peut-être à nouveau du studio sur des compositions qu'on a déjà terminées pour certaines, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre sur cette EP-là, et d'autres qui n'existent peut-être pas encore. On va voir où ça va, mais voilà. En tout cas, il y a encore un joli avenir pour Djeko, je pense. Avec peut-être la sortie du premier vinyle. Peut-être. On va voir. Peut-être pour l'année prochaine. Dans tous les cas, là, ce qu'on veut pour la suite, c'est rester dans cet univers qui est celui d'Au fil de l'étoile, qu'on vient un peu de créer et qui nous plaît énormément. Voilà, cet univers qui mélange la musique, mais aussi la peinture, et voilà, c'est cette envie de créer un univers, d'où l'image avec la peinture, avec les tableaux, avec cette idée de passer d'un tableau à l'autre. Et voilà, on aime beaucoup cet univers qu'on a créé avec cette EP. Donc dans tous les cas, ce qui va arriver dans le courant de l'année prochaine ou des 2 années à suivre, ça va rester dans cette idée-là. Et à plus court terme, ce qui arrive, évidemment, c'est notre tournée d'été. Et on vous invite, tous ceux qui écoutent et qui voudraient venir nous voir en concert, à aller sur nos réseaux sociaux pour regarder la liste des dates de concerts à venir. Les 3 questions que je pose à tous mes invités. Donc, on va se les partager. Allez, Thibaut, qu'est-ce que tu écoutes
en ce moment? Alors en ce moment, j'ai passé pas mal de temps. On a pris un petit coup d'air avant de partir en tournée, et du coup j'ai passé un peu de temps à la campagne, vraiment un peu isolé, et ça m'a un peu donné envie d'écouter de la musique qui m'inspire un petit peu cette notion d'air frais, de liberté, disons. Donc là j'écoute pas mal de Joe Hisaishi en ce moment. Joe Hisaishi, c'est le ou un des compositeurs, je sais plus, qui travaille avec le studio Ghibli au Japon, et donc voilà, des BO de films qui sont très il y a par exemple Princesse Mononoke qui est très très porté sur la nature, puisque c'est de ça que ça parle, et du coup la musique vraiment sonne nature, et ça me fait du bien, et j'écoute pas mal ça, et j'écoute pas mal aussi un artiste en ce moment qui est un mandoliniste américain qui s'appelle David Benedict, qui a sorti 2 albums et qui sont je trouve formidables. Tous les musiciens qui sont dessus, je suis très très fan. Je trouve ça, je suis très fan de sa musique, et je m'en inspire beaucoup d'ailleurs dans le jeu de la mandoline. Il fait de la reprise et de la compo, enfin de la reprise. Il joue des standards, ouais, de musique un peu irlandaise ou country, ce genre de choses. Et je m'en inspire beaucoup. Je relève vachement ce qu'il fait, et je travaille beaucoup mon jeu de mandoline grâce à cet artiste-là que j'aime beaucoup. Et donc je l'écoute énormément. Erwan, un album incontournable auquel tu reviendras toujours? Je vais pas en dire un, je vais en dire 2. L'album des Blues Brothers. Voilà, ouais. Parce que c'était l'album préféré de mon père et que j'ai grandi vraiment avec ça, que ce soit le film, que je surkiffe les musiques, tous les guests qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable, parce que ça va d'Aretha Franklin à Ray Charles, voilà, en passant par Cab Calloway, il y a vraiment du beau monde là-dedans, donc je reviens parce que justement, toujours à cet album-là, parce que ça enferme pas qu'à un seul artiste. Tu as vu la lumière. Exactement, je suis pas capable de faire les saltos comme John Bellucci par contre. Mais et après, en musique un petit peu plus récente, c'est un album qui est sorti il y a pas tant d'années que ça, mais que je peux pas m'empêcher de penser en fait. C'est un album qui s'appelle La Rue résonne, d'un artiste qui s'appelle Dan Akil, qui est un artiste bordelais aussi, mais qui maintenant est dans les hautes sphères du reggae français. Et pourquoi, je sais pas, je reviens toujours à cet album-là, parce que les textes me parlent, parce que je sais pas, j'ai une connexion un peu particulière avec le chant, c'est un album vraiment qui me parle à 400%. Léo, un concert live qui te reste gravé en mémoire, de préférence à Bordeaux, mais tout est bon à prendre. Alors du coup je vais tricher aussi, je vais aussi en dire 2, parce que du coup le premier qui me vient à l'esprit directement, donc c'est pas à Bordeaux, donc c'est ma petite partie où je triche, mais c'est d'un artiste qui s'appelle Julian Lage. C'est un guitariste de jazz américain qui est formidable. Il fait partie de vraiment mon top 3 de mes guitaristes préférés. C'est un mec qui me procure des émotions comme personne. Et j'ai eu la chance d'aller le voir en concert à Marciac l'année dernière, à l'Astrada à Marciac, qui est une superbe salle. Et j'étais hyper bien placé, j'étais vraiment en face de lui, à 5 rangées de lui. Et c'était un concert exceptionnel. Ils étaient 3 sur scène, donc lui à la guitare électrique, un batteur et un contrebassiste dont j'ai oublié les noms car je suis très mauvais avec les noms, mais qui sont aussi des musiciens exceptionnels. Et voilà, une quantité d'émotions retransmises à travers de la musique instrumentale. Juste à 3, c'était 3 amis qui s'amusaient sur scène et c'était vraiment exceptionnel. Enfin, je suis à peine 3 morceaux après le début du concert, j'étais en larmes parce que je trouvais ça trop beau, quoi. Et ça, c'est, je pense, le concert qui m'a le plus marqué de ma vie. Et ensuite à Bordeaux, j'aurais tendance à dire c'est pas un petit artiste, j'aurais bien aimé soutenir un petit artiste, mais je vais pas voir beaucoup de concerts. Mais j'ai vu Mathieu Chédid en concert à l'Arena, et pareil, une claque monumentale. C'est un artiste que j'aime beaucoup depuis très longtemps, que j'écoute, que mon père me faisait écouter quand j'étais petit et que du coup j'ai beaucoup écouté. J'étais moins fan de ce qu'il faisait ces dernières années. Le dernier album que j'ai bien aimé de lui, c'était L'Amomalie, en 2017, je crois, ou 2016, qui est un album que je trouvais super beau, mais déjà les textes commençaient un peu à moins me parler. Et voilà, les derniers albums qu'il a sortis après me parlaient moins musicalement. Au niveau des textes, c'était plus moderne, plus efficace. Il allait chercher une autre audience, je trouvais, ça me parlait moins. Je me suis quand même laissé embarquer à aller le voir en concert à l'Arena, et j'ai pris une claque monumentale. Et en fait, au-delà du fait qu'il ait joué tous les tubes dont je suis fan, même les morceaux qui me parlaient moins, il les a transformés. C'était une performance. Déjà, il était accompagné de Gaëlan Dorsey à la basse, c'était fou. Ils ont partagé un moment sur scène ensemble, en duo, c'était magnifique. Et au-delà de ça, il était accompagné par des musiciens exceptionnels, notamment son claviériste que j'ai retenu, qui était trop fort, qui s'appelle Clément Pujol, claviériste exceptionnel, qui m'a mis une grosse claque aussi. Et en fait, c'était
Comme pour Julien Lage, j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui me touche le plus quand je vais voir des gens sur scène, c'est que j'ai vu des amis s'amuser ensemble. Ils étaient 6 je crois sur scène, batteur, percussionniste, basse, M à la guitare et clavieriste. Donc non, en fait ils étaient 5 et un saxophoniste qui passait de temps en temps pour quelques morceaux. Et en fait c'est ça, c'était un partage de musique entre eux et avec le public. Enfin Mathieu Chédid qui a passé presque plus de temps dans la fosse que sur scène. C'était un vrai moment de partage. Et à la fin du concert, quand il a remercié le public, il l'a remercié avec toute l'émotion qu'il pouvait avoir dans les yeux, alors que le mec fait des concerts tous les soirs et devant ce même public tous les soirs. Et pourtant, on sent que quand il dit merci aux gens, c'est sincère à chaque fois. Et je trouvais ça hyper beau. Et ça m'a tellement touché que je suis retourné le voir une deuxième fois quelques mois après quand il repassait à l'Arena, parce que je voulais reprendre la même claque. Et j'ai repris la même claque en voyant exactement le même show de la même tournée. Mais comme c'est un moment humain, avec des humains qui partagent de la musique ensemble, et ben c'était unique, malgré le fait que ce soit le même concert, la même setlist dans le même ordre. Et c'était hyper beau, quoi. Finalement, cette philosophie-là n'est pas des années-lumière de la vôtre. Ah non, du tout. C'est le côté vraiment sincère. Le côté sincère et le côté humain, c'est ce qui prime avant tout. Parce que la musique, ça vient de ce qu'on ressent. Et l'idée, c'est que... D'ailleurs, c'est ce que je pense des concerts, c'est que l'ambiance d'un concert, qu'elle soit festive ou pas, quand tout le public a l'attention portée sur les musiciens, l'ambiance du concert, elle est 50-50, c'est pas les musiciens qui sont responsables, c'est aussi le public qui rentre dans l'univers des musiciens, qui est réceptif bien sûr à ce que les musiciens veulent partager, mais parce que les musiciens à la base, ils leur partagent leurs émotions et le public qui résonne avec ses émotions ou pas, en général. On espère que si, et c'est là que la magie opère et que l'ambiance se crée. Merci Djeko. Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi. Bonne route. Merci beaucoup. Un grand merci à Djeko pour ce beau moment, à savoir Erwan, Léo, Thibaut qui nous a accueillis chez lui, ainsi que Caro et Agathe par procuration. N'hésitez pas à chercher le compte Djeko Music sur Instagram afin de tout savoir sur les dates live du groupe, de suivre leur actualité particulièrement riche en ce moment suite à la sortie d'Au fil d'étoiles et de découvrir les aquarelles associées à l'EP. Les 3 superbes clips Revenez en arrière, Faire danser les étoiles et Dame de cœur sont bien sûr à visionner sur la chaîne YouTube Djeko Music. Et je ne doute pas que l'interview aura donné envie d'écouter très attentivement les titres Le Monde de Jade featuring Margot Margot et Dernier mot, le morceau aux 8 violons, 4 violoncelles et 16 clarinettes. Quant au podcast Invisible Border Music, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix afin de ne pas rater les prochains épisodes ou de revenir sur les précédents. Sachez également qu'il y a aussi une liste Spotify qui compile les artistes qui ont participé au podcast, ainsi que les chansons évoquées au passage. Enfin, bien sûr, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde, avec des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now!